Alors, bonsoir, bienvenue. On va laisser quelques secondes pour que les gens puissent à la maison se brancher. Alors, pour les gens qui sont en salle, vous avez tous le règlement, là, format papier qui est disponible à l'arrière. Si vous voulez un verre d'eau, n'hésitez pas, on va pouvoir vous le fournir. On a de l'eau, des verres. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. Alors, je m'appelle Anne Pelletier. Je suis conseillère en consultation publique au service de l'interaction citoyenne de la Ville de Québec et j'ai le plaisir d'animer cette séance, cette assemblée publique de consultation sur le projet de règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Avant de vous expliquer plus en détail le déroulement de la soirée, je souhaiterais vous présenter les personnes qui m'accompagnent ce soir. Alors, on a d'abord Mme Mélissa Coulombe-Leduc, qui est membre du comité exécutif et responsable du patrimoine. Bonsoir. Nous avons aussi Mme Valérie Drolette, qui est directrice de division à la planification stratégique du territoire. Bonsoir. Monsieur David Dionne, directeur de division au contrôle du milieu, à la gestion du territoire. Bonsoir. Nous sommes accompagnés également de Mme Joëlle Carpentier, qui est chef d'équipe des urbanistes à la gestion du territoire. Puisque nous sommes en mode hybride, alors c'est-à-dire qu'on a une section de la séance, une section qui est en présentiel, alors des gens nous accompagnent ici ce soir et nous avons aussi des gens à la maison qui nous entendent. Alors, je suis accompagnée par ma collègue Alexandra Mauger, qui va s'assurer du bon déroulement de la soirée en mode hybride, donc plus avec le mode webinaire Zoom. Je vous reviendrai tout à l'heure avec quelques technicalités. Alors, merci Alexandra de m'accompagner ce soir. Alors, pour l'objectif de l'Assemblée publique de consultation pour lequel vous êtes en ligne ou en présence, alors, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, notre séance vise à présenter le contenu du projet de règlement, projet de modification réglementaire sur l'encadrement à venir sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Nous pourrons aussi vous répondre à vos questions et recueillir vos commentaires. Au niveau du déroulement, c'est assez simple. Alors, après le mot de bienvenue et d'introduction de Mme Coulombe-Leduc, je vais vous expliquer les bonnes pratiques et fonctionnalités du mode webinaire Zoom pour les gens à la maison. Ensuite de ça, M. Dionne nous fera la présentation qui durera environ une quinzaine de minutes. Et nous aurons la période de questions et commentaires et nous pensons terminer vers 20h30 selon le nombre de questions. Au niveau des informations et des invitations, alors comment on a réussi à vous rejoindre ce soir? Alors, afin d'informer les citoyens sur la tenue de la présente consultation, nous avons diffusé un communiqué le 20 juin 2022 avec la démarche de consultative. Ensuite de ça, nous avons sur la page publique que Alexandra va mettre dans l'outil discussion, le projet a été mis en vedette là, sur la page web des activités de participation publique. Nous avons fait également une invitation au conseil de quartier et à leur liste d'abonnés. Publication aussi sur le web de chaque arrondissement de la ville avec une invitation par courriel aux abonnés des arrondissements. La documentation était aussi disponible en ligne, mais aussi en format papier sur demande à chacun des bureaux d'arrondissement. Et à l'arrière, nous avons aussi le projet de règlement en format papier. Pour ceux qui sont à la maison, vous pouvez aussi retrouver ce document en cliquant sur le lien que Alexandra vous a mis dans l'outil discussion. Ça vous mènera à la page et ensuite le document est présent. Alors, je fais une mention aussi qu'une consultation écrite va se dérouler du 16 au 30 septembre inclusivement. C'est une consultation écrite qui sera en ligne. Il sera possible de soumettre des commentaires, poser également vos questions à l'aide du formulaire en ligne ou par téléphone auprès du nom de la conseillère en consultation publique qui est responsable de ce règlement. Pour les gens en salle, si vous avez des commentaires supplémentaires par la suite, après la séance de ce soir, vous pourrez aussi bonifier vos commentaires ou vos questions. Ça nous fera plaisir de vous lire et d'ajouter le tout à notre rapport de consultation.
Au niveau de la logistique, alors sans souci, c'est ma première séance hybride, alors j'espère ne négliger personne ni dans la salle ni dans vos salons. Ce que je vais faire, c'est que durant la période de questions, je vais alterner les questions en salle et en mode visuel, en visioconférence. Je vous rappelle que la séance est enregistrée et sera diffusée publiquement dès demain. Alors, pour ceux et celles qui voudraient quitter momentanément ou revoir cette séance-là avec la présentation de M. Dion, ça sera possible de le faire. D'ailleurs, M. Dion, on va déposer sa présentation PowerPoint également sur le site Web de la Ville. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole pour le mot de bienvenue de Mme Mélissa Coulombe-Leduc. Merci, Mme Pelletier. Bonsoir à vous, messieurs, dans la salle. Bonjour aussi aux gens qui sont avec nous en ligne. Merci pour votre intérêt là, pour cette modification réglementaire-là qui a été introduite là, au conseil municipal fin juin, si ma mémoire est bonne. Donc, on tient ce soir l'Assemblée de consultation publique. Donc, peut-être d'entrée de jeu dire qu'on avait déjà à la Ville un règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. On vous propose dans le règlement que vous avez, projet de règlement que vous avez des modifications réglementaires. Parmi les nouvelles, cette nouvelle mouture-là, pardon, de ce règlement-là, en fait, ça fait partie un peu, si je peux me permettre, de toute la boîte à outils qu'on est venu développer pour, entre autres, venir mieux protéger le patrimoine bâti, pas exclusivement, mais entre autres pour venir mieux protéger le patrimoine bâti. Donc oui, M. Dion va pouvoir vous présenter les modifications là, pour l'entretien, l'occupation des bâtiments de manière générale. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans cette nouvelle mouture-là, c'est qu'on introduit la notion de bâtiment patrimonial et on introduit aussi des critères pour assurer le plus possible la préservation et l'intégrité de ces bâtiments patrimoniaux-là. Donc, qu'est-ce qu'un bâtiment patrimonial? C'est un bâtiment qui est soit classé par le ministère de la Culture, soit cité par la Ville, qui est l'équivalent de classé, mais par la municipalité, soit qui figure dans l'inventaire des bâtiments patrimoniaux. Donc, on a un inventaire qui est disponible en ligne des bâtiments patrimoniaux. On est en train de le compléter au fur et à mesure. Et il y a une annexe, pour ceux qui sont familiers, qui figure au règlement de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec et les bâtiments donc, qui figurent. Certains n'ont pas de valeur encore patrimoniale. On pense qu'ils en ont une, elle est présumée. Certains figures-là, eux aussi, sont visés par la définition. Donc, on vient introduire notamment une température minimale de chauffage l'hiver. On vient aussi introduire un niveau au niveau du taux d'humidité qu'on doit maintenir. On vient aussi encadrer le placardage quand le bâtiment est abandonné et on vient aussi introduire une notion à définir en termes de temps. M. Dion va pouvoir l'aborder avec vous, mais la durée, en fait, de temps pour laquelle on peut garder un bâtiment placardé. Aussi, si je peux me permettre, ça introduit des notions pour favoriser la santé, la sécurité et le confort des occupants d'un bâtiment destiné à l'habitation. M. Dion pourra vous le présenter aussi, mais on oblige, dans le fond, le maintien d'une température à 20 degrés Celsius quand il est occupé, y compris pour les maisons de chambre. Là, il y avait une distinction qui était faite par le passé pour les maisons de chambre, donc y compris ça aussi. Donc, je m'arrêterai là, je pense, pour le moment. Je pense que ce qui est important sur lequel je souhaiterais mettre l'emphase, c'est vraiment la notion de bâtiment patrimonial qu'on vient ajouter. Il y a eu des cas malheureux par le passé là, où on sait qu'il y avait délibérément une négligence par rapport à l'entretien de bâtiment. Donc, on essaie de venir resserrer les mailles du filet. Et peut-être dernier élément très important que M. Dion aussi va aborder avec plus de précision, on vient augmenter de manière significative les amendes qu'un contrevenant peut se voir imposer en cas de négligence. On va chercher les maximums que le gouvernement du Québec nous permet là, dans la plus récente mouture de la loi sur la loi sur le patrimoine culturel. Voilà, le projet de loi 69 pour ceux qui sont familiers avec la chose qui a été adoptée il y a 1 an et demi. Donc, je m'arrête ici. Puis, ça me fera plaisir de répondre à vos questions avec M. Dion, Mme Drolet, Mme Carpentier, pardon, ultérieurement. Merci encore pour votre présence, votre participation, c'est très gentil.
Merci beaucoup, Madame Coulombe-Leduc. Alors, nous prendrons les questions après la présentation de M. Dion en salle et aussi vous, pour les personnes à la maison. Je vous expliquerai d'ailleurs comment poser une question pour ceux et celles qui voudraient déjà le faire pour le mode webinaire. Bien, tout simplement, utiliser l'outil questions et réponses. Vous pouvez écrire vos questions dans cet onglet-là. Pour ceux qui sont à la maison, mais qui ont pas, qui préfèrent utiliser la fonction lever la main, ça sera possible. Pour ceux et celles qui sont au téléphone, alors je ne sais pas si on a des gens qui sont au téléphone ou ils se joindront au téléphone à la séance, ils pourront également le faire. Mais assurément, les gens à la maison, nous ne vous voyons pas et le micro et votre caméra sont fermés. Mais nous, on espère que vous nous voyez bien. Alors, sans plus attendre, nous avons la présentation de M. Dion. Merci, Mme Pelletier. Mme Coulombe-Leduc, bonsoir. Bonsoir à tous en salle et aux gens qui sont en ligne. Bien heureux que vous soyez présents. Alors, je vais sans plus tarder débuter. Il s'agit d'une consultation publique qui vise à présenter les différentes modifications réglementaires concernant le règlement sur l'entretien. Ça nous fera plaisir de répondre à vos questions et commentaires. La Ville de Québec propose une série d'actions concrètes qui vise donc à protéger le patrimoine bâti sur son territoire. Une des mesures principales, c'est réellement de resserrer les normes sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Mme Coulombe-Leduc l'a bien dit. Puis, il y a d'autres mesures là, qui font partie d'un bouquet, si je peux dire, de mesures là, qui vont suivre, notamment un règlement sur la démolition que Mme Drolet pourra donner plus de détails aux besoins là, par la suite, qui devrait venir dans quelques mois, en début 2023. Depuis mai 2006, la Ville de Québec détient un règlement sur l'entretien qui porte le numéro RVQ 773. C'est un règlement sur la salubrité qui a du vécu, qui a fait le travail durant les presque 16 dernières années. Était venu le moment d'ajuster par rapport aux besoins actuels qui ont bien changé depuis. Et l'idée aussi d'intégrer les nouvelles exigences du projet de loi 69 dont parlait Mme Coulombe-Leduc, qui a été sanctionné en avril l'an passé. Le temps de rédiger notre nouveau règlement, de débuter les démarches pour la modification réglementaire. On se retrouve aujourd'hui, 15 septembre, en consultation publique. Le nouveau règlement qui remplacera donc le 773, c'est le RVQ 3021, qui porte à peu près le même titre, donc règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments et des autres constructions, qui peuvent être des bâtiments accessoires, qui peuvent être des clôtures et autres éléments de cette nature. L'objectif du nouveau règlement, ajuster les dispositions aux besoins actuels, je viens de le dire, faciliter l'application au quotidien par les inspecteurs, j'aurai un petit peu plus de détails là, sur la prochaine diapo, et intégrer l'amende maximale qui découle du projet de loi 69, qui, comme disait Mme Coulombe-Leduc, c'est une loi qui a modifié la loi sur le patrimoine culturel et qui a eu des impacts notamment sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui est un peu la base des décisions, des orientations qui sont prises en termes de zonage à la ville. Ce règlement relève du conseil municipal. Par contre, ne contient aucune disposition qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Il y a consultation publique et en fonction des commentaires qu'on aura ce soir et à la suite des 2 semaines là, de publication écrite, si je peux dire, c'est le bon terme, eh bien, on pourra apporter certaines modifications au besoin, mais autrement, ce sera adoption et entrée en vigueur par la suite, là, si tout se passe comme on le souhaite. Les principales normes qui seront modifiées, le règlement vise à préserver l'intégrité des parties constituantes d'un bâtiment. On veut éviter son dépérissement, on veut le protéger contre les intempéries, l'usure du temps, si vous voulez. Donc, tout ce qui est structure, enveloppe du bâtiment, porte, fenêtre, revêtement, vous pouvez penser à tous ces éléments-là, sont intégrés au règlement, mais également tous les systèmes intérieurs, les revêtements de plancher, les murs, ça peut aller jusqu'à la plomberie. On vise donc tout le bâtiment et ses accessoires là, pour contrôler l'entretien d'un bâtiment. On favorise la santé, la sécurité et le confort des occupants d'un bâtiment destiné à l'habitation et on souhaite assurer la préservation et la pérennité des bâtiments patrimoniaux qui sont identifiés. Ce qu'on vivait avec le RVQ 773, notre règlement actuel, il a rendu de bons services, comme on peut dire, sauf que
Plusieurs situations sont survenues, les preuves qu'on avait à produire pour se rendre à la cour, hein, on avait des dossiers de cour à monter pour les procès qu'on devait, poursuivre, si vous voulez. Puis, on se rendait bien compte là, que certains articles qui nous donnaient un peu plus de mal, un peu plus de difficultés. Alors, l'idée, c'est de rendre plus générales les normes qui sont prévues au règlement actuel pour en avoir une application qui est moins limitative. Donc, quand on est dans le précis, on doit faire des démonstrations qui sont plus difficiles parfois. Alors, en ramenant un texte plus général avec des applications réglementaires moins limitatives, ça facilite le travail. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on a eu comme support de nos avocats, nos affaires juridiques, au service d'affaires juridiques de la Ville. Alors, la façon dont il est rédigé, c'est l'intention de rendre ça plus facile, plus général. Les normes relatives à l'entretien des bâtiments ont été regroupées afin d'éviter les répétitions inutiles. Sans trop entrer dans les détails, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ancien règlement avait une portion pour les bâtiments d'usage d'habitation. Il y avait une autre portion pour les bâtiments d'usage autre que l'habitation. Maintenant, on fusionne tout ça pour avoir des normes uniques pour l'ensemble des types de bâtiments. Alors, on simplifie, puis on évite les répétitions. Et comme disait Mme Coulombe-Leduc, on introduit ou on intègre une définition là, très complète pour un bâtiment patrimonial et on ajoute des normes relativement à ces bâtiments-là qui vont être plus sévères, qui vont nous permettre d'intervenir pour éviter les bâtiments qui sont laissés à l'abandon. Donc, les sites patrimoniaux sont couverts, bâtiments cités classés, comme disait Madame, inventaire, annexe, et également les églises. Alors, dans le règlement, on prévoit une annexe pour l'ensemble des églises de la Ville qui vont être considérées comme des bâtiments patrimoniaux et donc soumis aux dispositions qu'on ajoute au règlement. Le voici, le fameux article concernant les dispositions plus précises. Donc, un bâtiment patrimonial sera assujetti à ces nouvelles exigences. Une température minimale de 10 degrés Celsius et un taux d'humidité relative inférieur à 65 durant la saison froide qui débute fin octobre et qui nous mène jusqu'en avril. Durant cette période, la température minimale sera de 10 degrés. Par contre, c'est bien important de comprendre que ce 10 degrés-là s'appliquera à des bâtiments qui seront vacants, qui seraient peut-être des bâtiments d'habitation, mais qui seront vacants, mais également aux bâtiments qui ne sont pas d'usage d'habitation. Par exemple, une église, c'est le meilleur exemple que je peux vous donner, où les églises pourront, à la limite, diminuer leur degré et leur taux d'humidité relative, puisque ce n'est pas de l'habitation, mais ce sera la température minimale à conserver dans un bâtiment pour assurer sa pérennité, sa conservation. Pour tous les autres usages de bâtiments reliés à l'habitation, eh bien là, on tombe avec une température minimale de 20 degrés. Ça s'applique autant au logement qu'aux bâtiments, maisons, chambres, partout où les gens habitent finalement. C'est le 20 degrés qui a préséance à ce moment-là. Concernant les bâtiments inoccupés, abandonnés ou dont les parties constituantes permettent l'intrusion, certaines dispositions du règlement actuel permettaient le barricadage temporaire, mais la façon dont le règlement était écrit ouvrait la porte à ceux qui voulaient barricader sur une plus longue période, voire une période indéfinie. Alors, c'est ce qu'on veut recadrer ici. On permet toujours le barricadage, si vous me permettez l'expression, mais on le permet seulement temporairement pour permettre aux gens, justement, de procéder aux réparations que le bâtiment nécessite. Alors, il y aura un délai qui n'est pas fixé. On souhaitait éviter de mettre un 6 mois, 1 an, 2 ans, à être obligé dans nos preuves à démontrer le début jusqu'à l'aboutissement de la période qui est prévue. Alors, conjointement avec nos services des affaires juridiques, on arrive avec une disposition qui sera attestée, mais donc on parle d'un délai raisonnable pour lequel on pourra, à l'aide de nos inspecteurs qui sont sur le terrain, convenir de qu'est-ce qui est raisonnable, faire la démonstration de la raisonnabilité au juge. Alors, dans un bâtiment patrimonial important,
Évidemment, le délai raisonnable sera beaucoup plus court que dans un bâtiment qui n'a aucune protection, aucune valeur patrimoniale. Mais de cette façon, on a l'assurance. Nos collègues avocats là, nous disent que c'est une bonne façon de fonctionner et qu'on va avoir les coups des franges finalement pour avancer avec cette façon de légiférer, si vous voulez. Pour un bâtiment patrimonial, lorsqu'il est situé dans un secteur qui est assujetti à la commission d'urbanisme, on avait déjà une disposition qui prévoyait que les contreplaqués, le temps que c'est temporairement barricadé, que ces contreplaqués-là soient d'une couleur qui est assortie ou uniforme par rapport au bâtiment existant. On ajoute la couleur noire qui va donner un peu plus de souplesse, plus d'options aux propriétaires pour conserver un bâtiment qui ne jure pas, si vous voulez, dans le décor, le temps que les portes ou les fenêtres, en tout cas les ouvertures, soient de nouveau remplacées par de nouvelles. Par rapport au volet moisissure, c'est une nouveauté également. On a des problématiques de moisissure dans certains bâtiments sur le territoire. Certaines ont des petites superficies, d'autres parfois un peu à l'image de ce que vous voyez dans la présentation. Récemment, ça date de 2 ans, le Bureau de la normalisation du Québec a introduit, rédigé et développé, publié surtout une nouvelle norme pour encadrer la façon de décontaminer un bâtiment où il y aurait présence importante de moisissure. Alors, on intègre dans le règlement cette norme-là pour que lorsqu'on fait face à une superficie trop importante, donc plus d'1 mètre carré de superficie de moisissure, qu'on puisse demander d'obtenir un document par une personne qualifiée qui confirme que la moisissure a été retirée selon les exigences de la norme. Alors, c'est un peu les règles de l'art, si vous voulez, qui ont été inscrites là, dans une norme, et puis on se rabat à cette norme-là puisqu'on n'est réellement pas des experts dans les moisissures. Avec cet outil-là, on pourra demander des confirmations là, aux gens qui auront été formés en conséquence pour nous fournir des documents qui nous confirment que les moisissures ont été retirées convenablement. Ici, on est en présence des montants d'infraction, des amendes actuelles dans la colonne de gauche, RVQ 773, qui débutait pour une personne physique à 1 000 et pour une personne morale, donc une entreprise à 2 000, jusqu'à un maximum de 10 000 et lorsqu'on est en récidive, donc une deuxième offense, 2 000, on doublait finalement les montants, 2 000 à 20 000 et 4 000 à 20 000. Ce que le projet de loi 69 nous a permis de faire dorénavant, on augmente les plafonds à 250 000 dans tous les cas de figure, qu'on soit en première infraction ou en récidive pour une personne morale ou une personne physique. On aura l'occasion ou l'opportunité d'aller demander ces montants-là. Ce sont des montants importants. C'est des facteurs aggravants qui vont contribuer. Alors, si le bâtiment est mal entretenu depuis longtemps, si le bâtiment est sur un site patrimonial dans un secteur de la commission, il y a une addition de facteurs aggravants comme ça où le juge peut considérer quand nous, comme ville, on inscrit dans nos conseils d'infraction les éléments qui viennent ajouter, si vous voulez, à la valeur ou l'infraction minimale. Alors, c'est une décision qui est prise par le juge au final, mais maintenant, le projet de règlement nous permet d'aller jusqu'à cette somme-là. Les choses importantes pour les dossiers qui seraient très exceptionnels, qui seraient importants, bien, le règlement prévoit que chaque jour constitue une infraction tant que l'infraction n'est pas réglée. Alors, ultimement, on pourra avoir un constat d'infraction de 250 000 sur plusieurs jours. Les prochaines étapes, on est ici ce soir, consultation publique 15 septembre, la consultation écrite qui se poursuivra là, dans les 2 prochaines semaines, 16 au 30. L'adoption qu'on souhaite dans le mois d'octobre idéalement, puis une entrée en vigueur qui serait peut-être fin octobre, début novembre, mais l'intention, comme je le disais un peu plus tôt, puisqu'on a une disposition maintenant pour les bâtiments patrimoniaux qui débute fin octobre, donc dans la période hivernale, fin octobre jusqu'en avril. On souhaite obtenir l'entrée en vigueur de ce règlement-là le plus tôt possible pour pouvoir déjà intervenir dans les bâtiments là, qui vont nécessiter cette intervention-là.
C'est ce qui met fin à la présentation. On se rend aux questions. Merci, M. John, pour la présentation. Alors, afin que tous puissent s'exprimer dans les meilleures conditions possibles, voici ce que je vous propose. Alors, les interventions en salle sont d'environ 2 à 3 minutes et, par personne, et j'offrirai un premier droit de parole, par la suite, un deuxième droit de parole. Je vous demande, lorsque vous venez au micro, de vous nommer. Alors, ça peut être un peu intimidant le micro, vu qu'on est peu nombreux, mais c'est qu'on va faire qu'on puisse bien vous entendre. Pour les gens qui sont en salle, c'est facile, mais pour les gens qui sont en ligne, ça va être plus facile pour eux d'entendre votre question. Pour les gens à la maison, ou peu importe où vous êtes, mais vous êtes en ligne, alors vous pouvez poser aussi vos questions par l'outil Q&R, donc l'outil questions-réponses. C'est un petit signe qui se retrouve dans le bas de votre écran ou de votre cellulaire. Alors, vous pouvez écrire votre question et ma collègue Alexandra va lire votre question à haute voix. Si vous n'avez pas la capacité d'écrire la question pour X raisons, j'espère que vous n'êtes pas en train de conduire, vous pourrez le faire tout simplement en utilisant l'option « Lever la main ». Et à ce moment-là, Alexandra vous ouvrira votre micro et vous pourrez poser votre question oralement. Pour ceux et celles qui sont au téléphone, vous pouvez aussi nous rejoindre. Alors, étoile 9 sera pour lever la main. Alors, on va vous voir que vous voulez poser une question ou émettre un commentaire. Les deux, c'est excellent. Et on fera à ce moment-là étoile 6 de votre côté pour que vous puissiez ouvrir votre micro. Alors, étoile 9 pour ceux qui sont au téléphone, l'outil Q&R pour écrire une question et le micro en salle pour ceux et celles qui voudraient aussi nous faire part de leurs commentaires ou questions. Alors, est-ce que c'est question? C'était correct? Parfait. Alors, allez-y. Je vais présenter au micro avec votre nom, s'il vous plaît. Oui, bonsoir tout le monde. Mon nom, c'est Pascal Roberge. Moi, je suis résident du quartier Saint-Sacrement. Puis, j'aimerais que vous puissiez m'illustrer, en fait, la portée de votre règlement à partir d'un cas un peu fictif, là. Je pense à l'église Saint-Sacrement à Québec qui a été classée au mois d'avril par le ministère de la Culture et des Communications. L'application du règlement tel que vous le proposez, ça changerait quoi concrètement à la situation là, à la situation de l'Église? Est-ce que vous pourriez m'illustrer? Je comprends qu'il y a des questions de chauffage là, minimaux, des éléments par rapport aux barricades, mais j'aimerais en fait, à partir de cet exemple-là, que vous puissiez illustrer la portée de votre règlement. Merci beaucoup. Pas de problème. Écoutez, c'est sûr que je ne pourrais pas nécessairement pointer des dossiers comme ça particuliers. Par contre, je comprends votre question. Globalement, là, notre façon d'intervenir au quotidien, puis vous pourrez confirmer là, si je réponds bien à votre question, là, mais il y a toujours une gradation des moyens dans notre intervention. Alors, on avise les propriétaires, avis de correction pour obtenir leur collaboration. Vous savez, hein, les bâtiments, l'entretien, c'est une responsabilité partagée. C'est la ville, c'est également les propriétaires. On souhaite obtenir leur collaboration. Donc, on va les aviser par un avis d'infraction. Avec un échéancier, évidemment, une date d'échéance. Et si on n'a pas de collaboration, on va passer à l'avis d'infraction dans lequel on va préciser les amendes auxquelles les gens peuvent se buter, si vous voulez, peuvent faire face. Et au-delà de cette échéance, une nouvelle échéance qu'on aura inscrite là, à cet avis-là, ben, ce sera à ce moment-là les constats d'infraction qui seront signifiés. Bon, les constats d'infraction, vous avez vu les amendes, c'était des montants qui étaient parfois considérés comme élevés, dans d'autres cas pour des bâtiments plus majeurs qui étaient moins significatifs, si je peux dire. Avec les nouvelles amendes, là, on pense qu'on va avoir une poigne, qu'on va avoir une mainmise là, davantage sur les propriétaires qui laissent traîner des bâtiments qu'on souhaite conserver, qui ne peuvent pas abandonner. Alors, c'est un peu notre façon de fonctionner. Il y a d'autres moyens qui existent, d'autres recours qui existent, qui sont des recours plus extraordinaires qu'on va utiliser à de moins nombreuses reprises, qu'on va vraiment utiliser dans des cas de figure particuliers. Les avis de détérioration qui existent, il y a des recours en cours supérieure qui existent. Il y a différentes façons d'intervenir et d'arriver à nos fins pour conserver des bâtiments.
Mais généralement, je vous dirais, là, globalement, c'est notre façon d'intervenir pour obtenir les résultats là, qui sont attendus. Merci beaucoup. Alors, bien sûr, en attendant que vous vous présentiez au micro, je vais alterner avec une question. Oui, Alexandra, est-ce que tu peux nous lire une question, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, on a M. Gobeil qui représente la Société historique de Québec. Il demande à savoir quels sont les budgets prévus pour l'inspection, article 20, et est-ce que ce service sera entièrement dédié à la protection du patrimoine? Combien de personnes? Combien de personnes? De personnes ressources, je présume. Je peux peut-être répondre à cette question-là encore. Bon an, mal an, là, peut-être juste vous donner quelques chiffres. Là, concernant l'entretien de bâtiments, c'est pratiquement 4000 inspections qui sont réalisées par mon équipe. Une équipe d'à peu près une trentaine d'inspecteurs, là, 32 inspecteurs, là, pour être plus honnête, plus sur le bon chiffre. Ce sont des gens qui, oui, interviennent pour l'entretien, mais qui doivent aussi faire le suivi des permis de construction, qui doivent faire le suivi de l'hébergement illégal, par exemple. Alors, on a plusieurs volets sur lesquels on travaille, mais le volet entretien de bâtiment, c'est un volet qui est suivi par l'ensemble de mon équipe. Alors, on a divisé l'équipe sur l'ensemble du territoire de la ville. Et puis, chacun est responsable d'un certain nombre d'inspections. Actuellement, on a ce qu'on a appelé un plan d'action en dépistage là, pour s'assurer qu'on agit en amont, rapidement, sur les bâtiments. On veut éviter justement de se présenter trop tard. Donc, peut-être certains d'entre vous ici en salle ou les gens qui nous écoutent en ligne ont déjà reçu des avis de la ville. Alors, on parcourt le territoire, on priorise nos bâtiments patrimoniaux. On transmet des avis de correction, comme je viens de l'expliquer, d'infraction quand les dossiers sont plus dont l'entretien est avancé, le mauvais entretien est avancé. Alors, on a une trentaine de personnes qui sont affectées à ça et d'autres tâches, mais je vous dirais pour l'instant, avec le nombre de ressources, on arrive à placer les bons joueurs aux bons endroits pour être en mesure de supporter le travail nécessaire. Là. On avait-tu la question sur le budget aussi? Bien, le budget, c'est un budget général. Je ne pourrais pas vous dire le montant exact, là, mais c'est le budget de la division du contrôle du milieu qui appartient à la gestion du territoire. Alors, il n'y a pas de budget affecté exclusivement à l'entretien des bâtiments. C'est un budget de techniciens en bâtiment qui font l'ensemble des tâches. Merci, M. Dion, et merci aussi, M. Gobeil, pour votre question. On poursuit en salle. Bonsoir. Bonsoir, c'est Jonathan Carmichael, je suis du Bureau d'animation et information logement, le BAIC, d'un groupe de défense des droits des locataires. Donc, c'est le deuxième motif d'appel de locataires dans notre groupe, c'est les questions de salubrité et d'entretien. Donc, on travaille souvent avec le règlement. J'ai quelques commentaires, si je dépasse, je n'y vais pas, je me tirerai et je reviendrai. Donc, sur la question des exigences là, plus générales, moins précises, en tout cas, je me questionne à savoir si on ne risque pas peut-être de prêter flanc à l'arbitraire des inspecteurs là, quand on est dans des trucs un peu plus flous. C'est une problématique qu'on a vue des fois. Là, il peut y avoir des tendances des fois à avoir selon la personne qui nous a contactés, selon si elle est sympathique ou pas. On va comme avoir des fois des tendances à avoir des inspections variables au niveau de l'efficacité. Donc, je me demande si, quand on tombe dans des trucs un peu plus flous, si on ne porte pas flanc là, à avoir un petit peu ces situations-là augmentées. Donc, c'est un questionnement que j'ai. Sinon, la question de la salubrité, je trouve ça dommage qu'on ne la nomme plus là, dans le règlement. Quand même, le mot était là. Je pense que ça peut être un détail peut-être de le remettre. Là, mais je pense que puis on a un peu aussi, on a diminué le nombre de. Il semble qu'on avait une quinzaine de trucs là, liés à la salubrité dans l'ancien règlement. Puis on a comme diminué quand même de manière assez importante. En tout cas, j'écrirai mes commentaires là-dessus. Là. Je me questionne là, sur cette. Excusez-moi, quand vous dites diminuer. Il y a une section, là, les clauses de salubrité doivent être. On en nomme. Là, avant, on mettait comme les animaux morts. Ça va de soi, mais avant, on le nommait. Ils sont comme plus là. Ou, la condensation. Ailleurs que dans des fenêtres, ce genre de petits détails-là qu'on ne retrouve plus dans la nouvelle mouture, on questionnait. La section aussi, il y avait une section quand même sur les maisons de chambre. Moi, je n'avais pas la même lecture que le 20 degrés ne s'appliquait pas aux maisons de chambre, parce que le 20 degrés s'appliquait à tous les bâtiments d'habitation. Dans mon sens, une maison de chambre est un bâtiment d'habitation. C'est la première fois que j'entendais ça, que le 20 degrés ne s'appliquerait pas aux maisons de chambre. Mais il y avait une section pour les maisons de chambre quand même, parce qu'il y a des particularités, entre autres pour les salles de bain.
Ça, on ne l'a plus. Donc, une salle de bain à chaque 5 chambres, une salle de bain sur chaque étage de la maison de chambre. Ça, c'est comme plus là. Je ne sais pas si ça va apparaître à quelque part d'autre. Je pense qu'il ne faut pas perdre ça. Sur la question des bâtiments inoccupés, tantôt, je vous entendais, là, je pense que même dans les immeubles peut-être ordinaires, il ne faudra pas trop tarder là, aussi à intervenir. J'ai en tête des immeubles dans Saint-Roch qui sont barricadés depuis des années. Là, mais, on a besoin de logements, on a crise du logement. Ça pourrait être des beaux immeubles, faire des logements sociaux, là, si on veut demander à l'expropriation, etc. Sinon, peut-être deux suggestions, deux questions que je voudrais voir un peu. Pourquoi on n'a pas ajouté ces éléments-là? À Rimouski, Montréal, dans leur règlement, il y a quand même des trucs sur les punaises de lit. Ça fait plusieurs années que le bail, on pousse là-dessus. On a souvent rencontré les gens de la ville pour pousser ces revendications-là. Donc, une divulgation obligatoire des cas de punaises de lit quand les propriétaires quand il y a des punaises de lit dans les immeubles, avec un processus d'extermination, l'exterminateur aussi qui doit faire contact avec la ville. Donc, ça aussi, ça pourrait être intéressant, je pense, à ajouter là, dans notre règlement. Puis peut-être une autre revendication qu'on a depuis longtemps, c'est le règlement montréalais. Qui donne la possibilité, qui nomme la possibilité de faire les travaux ou les faire faire aux frais du propriétaire dans les cas, après une démarche, quand les propriétaires finalement sont récalcitrants à faire les travaux, à un moment donné, la ville elle se donne la possibilité de les faire aux frais du propriétaire. Donc, je pense qu'à Québec, maintenant, on a modifié la charte il y a quelques années, puis on a ce pouvoir-là, je crois, maintenant dans la charte. Donc, ça aurait été intéressant aussi, je pense, là, que ce soit nommé là, comme outil possible là, dans le règlement. Donc, c'est ça pour l'instant. Merci. Merci, M. Carmichael. M. John, voulez-vous répondre en cascade? Je sais qu'il y a des commentaires, mais il y avait quand même des interrogations. Là, Je ne les ai pas tous mémorisés, vous me pardonnerez. Là. Les inspections variées ou variables et arbitraires concernant les réglementations qui seraient trop floues. Écoutez, ça là-dessus, nous, on s'est donné un cadre d'inspection. Évidemment, on travaille avec des humains, je n'ai pas besoin de vous le dire, là, mais on a des instructions de travail qui sont claires. Le règlement, vous avez raison, c'est l'objectif de réduire la liste. Il y avait une liste précise. Maintenant, on arrive avec une grande exigence, mais les éléments qui étaient prévus dans cette liste-là demeurent toujours. On va pouvoir toujours intervenir sur ça. Ils se retrouvent finalement dans un titre qui est plus général, qui nous permettra là, de faire l'intervention malgré tout. Alors ça, c'est pas oublié, c'est pas exclu. Au contraire, c'est l'inverse. On veut même pouvoir intégrer d'autres dispositions qu'on n'avait pas expressément écrites là, sur le règlement. Pour la façon d'intervenir, là-dessus, écoutez, moi, c'est des commentaires qui sont toujours très, très bons. Là. Il y a un système 3.1 qui existe à la ville. Les citoyens sont invités à le faire. Quand il y a une situation comme ça qui déborde, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter. On essaie toujours de travailler dans le même cadre avec nos instructions de travail, mais ce n'est pas évidemment exclu que certains dossiers parfois puissent dévier, là, mais généralement, ça se passe assez bien. Puis la section pour les maisons de chambre. Oui, les maisons de chambre, ça, en fait, la seule petite particularité, je ne l'ai pas nommée tantôt, mais dans les maisons de chambre, on prévoyait que dans les chambres, on avait 20 degrés. Et dans les corridors communs, ça pouvait être 15 degrés. Donc là, on fait finalement, on rationalise, on ramène tout à 20 degrés parce qu'on trouvait inacceptable que les gens qui sortent de leur chambre pour aller à la salle de bain, par exemple, soient obligés de passer par un corridor qui était plus froid. Là. Alors, on ramène à 20 degrés. Puis ensuite, on avait des commentaires, mais il y avait ajouté pour la divulgation obligatoire pour les punaises de lit. Bien, ça, je le prends en bonne note. Je vais aller lire ces règlements-là que je ne connaissais pas. Là, puis on évaluera pour ensuite voir si on intègre ou pas cette disposition-là. Là. Je pense la même chose pour les travaux qui sont aux frais du propriétaire. Oui, là, cette disposition-là existe. Hein? Je ne sais pas par contre si la Ville de Montréal, dans sa charte, fonctionne différemment. Mais à Québec, à tout le moins, on doit absolument passer par le comité exécutif, obtenir l'autorisation pour ensuite aller en cour supérieure pour obtenir l'ordonnance d'un juge pour pouvoir intervenir au nom et aux frais du propriétaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement, vous aurez compris, d'intervenir sur un bâtiment. Le droit de propriété, c'est un élément qui est important, mais j'aurais 2-3 adresses à vous dire où on a fait des démarches pour le faire au lieu du propriétaire. Là, et ça a fonctionné. Alors, dans les mesures exceptionnelles, dans les cas exceptionnels, on va le faire. Merci beaucoup. Alors, on poursuit avec les questions pour les gens à la maison. Alors, Alexandra, je t'écoute.
Oui, alors on avait une demande à savoir, la raison de la modification, là, c'est l'exigence de ventiler une salle à manger, une salle de séjour, une chambre, ainsi qu'un vide sanitaire par circulation d'air naturel au moyen d'une fenêtre ou d'une ouverture donnant directement sur l'extérieur est retirée. Donc, la personne aimerait savoir pourquoi il y a eu pourquoi ça a été retiré. Et elle aimerait donc, je pense que c'est plus un commentaire, là, mais savoir en quoi le retrait de cette ancienne obligation favorise la santé, la sécurité et le confort des occupants. Oui, puis M. Carmichael, vous l'avez posé cette question-là aussi, j'ai oublié d'y répondre, là, mais tous les éléments qui ont été retirés du règlement qui avaient plus un lien avec non pas l'entretien, mais la construction d'un bâtiment, on prend ces dispositions-là et on les ramène dans notre règlement de zonage et de construction. Alors, ils disparaissent de ce règlement sur l'entretien, mais on fait un règlement parallèle, modifie notre règlement de zonage pour les réintégrer dans le chapitre sur les constructions. Alors, ce n'est pas des dispositions qui sont perdues, au contraire, là, ils sont juste déplacées de règlement pour pouvoir être au bon endroit avec les autres normes de construction. Merci beaucoup, M. Dion. Une autre question peut-être par écrit, Alexandra? J'ai une personne qui a levé la main il y a un certain moment. Je vais donc vous envoyer une demande d'ouvrir votre micro, M. Breton-Demeule. Donc là, j'ai envoyé une demande. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien, Bonjour. merci. Bonjour. Charles Breton-Demeule, Saint-Sacrement. Donc, ce soir, je m'adresse à vous comme résident, mais aussi comme chercheur, parce que je suis doctorant en droit à l'Université Laval et j'ai déposé un mémoire de maîtrise en 2020 qui portait sur le règlement sur l'entretien des bâtiments. Là, et j'ai participé aux travaux relatifs au projet de loi 69. Là, donc, c'est un projet que j'ai suivi. Je veux débuter quand même là, en soulignant la qualité du règlement. Là. Donc, félicitations pour ce projet-là. C'est très intéressant. Donc, mon intervention va se diviser en une question et 2 commentaires. D'abord, en ce qui concerne la question, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est entendu par l'article 17, donc l'article qui concerne les bâtiments patrimoniaux. Donc, je comprends le principe de le rédiger de manière large, mais quand on parle de maintenir un bâtiment en tout temps dans des conditions qui permettent d'éviter la détérioration prématurée, est-ce que vous avez des exemples? Qu'est-ce que ça signifie? C'était juste pour avoir peut-être un éclaircissement là-dessus. Et pour ce qui est des 2 commentaires, c'est peut-être 2 commentaires qui visent des modifications. Le premier élément concerne les entrées d'eau. Donc, souvent, il peut arriver que des bâtiments qui sont vacants, donc il y a des propriétaires qui peuvent laisser l'entrée d'eau ouverte. Et donc, dans certains cas, puisque le bâtiment est vacant, il peut arriver des dégâts d'eau sans nécessairement que les gens se rendent compte de ce dégât d'eau-là. Et donc, je comprends que dans le règlement, on prévoit des éléments là, pour prévenir les moisissures quand il y en a, donc pour les traiter. Mais je me disais que ça pourrait être intéressant de prévoir une disposition qui forcerait la fermeture d'une entrée d'eau lorsqu'un bâtiment est vacant. Donc, pour éviter en amont que finalement, il y ait une rupture là, des tuyaux et qu'il y ait encore de l'eau dans les tuyaux, que ça puisse conduire à un dégât comme ça. Donc, peut-être que le règlement là, le permet déjà, mais à la lecture, en tout cas, moi, je ne voyais pas d'article qui le permettait. Je trouve que ça serait intéressant de le faire. Et mon deuxième commentaire concerne le montant des amendes. Donc, je pense que le montant minimal des amendes devrait être augmenté. À mon avis, je pense que ce montant-là minimal n'est peut-être pas assez dissuasif. Je comprends la volonté de ne pas embêter les gens qui ne sont pas nécessairement de mauvaise foi puis qui peuvent être pris dans une situation où ils sont en infraction sans nécessairement que ça soit délibéré, la volonté de laisser aller le bâtiment. Là. Mais je pense que M. Dion l'expliquait tout à l'heure, la Ville, et puis c'est une bonne chose, là, est quand même conciliante avec les gens, donc elle leur laisse une chance là, de pouvoir remédier à la situation. Puis je pense que quand on est rendu au moment où il y a une amende, il y a peut-être un manque de collaboration. Là. Donc, je pense que les montants devraient être augmentés peut-être à 5 000 pour une personne, à 10 000 pour une personne morale et donc à 5 000 pour une personne physique.
je pense que ce serait plus dissuasif, donc des montants comme ça. Alors voilà, ça termine mon intervention. Merci. Merci à vous, M. Dionne. Pour votre première question, je ne veux pas vous débaptiser, M. Demel-Breton. Hein, c'est bien ça? Breton-Demel. Breton-Demel, pardon. Oui. Quand on relit 17, un bâtiment patrimonial doit être maintenu en tout temps dans des conditions permettant d'éviter la détérioration prématurée. On en a nous-mêmes à l'interne discuté. C'est très large, vous avez raison, mais ce que nos affaires juridiques nous disent, c'est que justement, puis je ne veux pas me répéter, là, mais c'est que cette façon de rédiger-là, qui est un peu différente, je discutais avec des gens de Montréal il n'y a pas si longtemps qui étaient un peu aussi, là, je ne dirais pas choqués, là, mais surpris de la façon dont on rédigeait. C'est une approche qui est différente. On l'a challengé de notre côté aussi. Nos avocats nous disent non, c'est la bonne façon de faire. Évidemment, le juge, à la fin, tranchera toujours, qu'on soit très précis ou non. Alors, à partir du moment où un inspecteur va constater une situation qu'il considère qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article 17 ou de n'importe quel autre article, on pense que le résultat escompté ça va fonctionner. Là. Mais on va devoir le tester, hein, bien honnêtement. Là, on a un nouveau règlement. Il est tout chaud. Là. On va le tester et on va voir ce que ça donne. Mais on est rassuré par nos collègues aux affaires juridiques qui nous disent que ça fonctionne. Donc, je ne sais pas si je réponds bien. Ça, c'est par rapport à la question. Pour vos deux commentaires, en ce qui concerne l'eau, fermeture d'eau, vous avez raison. Dans les dossiers où le chauffage est électrique, fermer l'eau aurait une importance, aurait un impact positif. Par contre, dans d'autres bâtiments, qui souvent sont des bâtiments patrimoniaux, qui sont chauffés à l'eau chaude, fermer l'eau peut avoir un impact. Alors, d'avoir une norme de cette nature-là où systématiquement on aurait à fermer l'eau, vous comprenez que ça pourrait pas, il faudrait voir comment ça serait rédigé, là, mais il y a des dossiers ou des situations pour lesquelles l'eau ne doit pas être fermée pour s'assurer de chauffer le bâtiment à la température minimale exigée. Ça, c'était pour répondre au deuxième commentaire. Et les amendes. Les amendes. Les amendes, c'est un autre bon point. Je vous dirais que généralement, là, je vous parlais d'un nombre important de plaintes que l'on gère, d'inspections que l'on fait, mais du nombre, du 4000 inspections, on a à peu près 1500 dossiers où on doit intervenir et du 1500, on envoie, bon an, mal an, 60 constats d'infraction à des citoyens. Et ces citoyens-là, quand ils reçoivent 1 000 plus les frais, donc à peu près 1500 ou 2 000 plus les frais, donc on est à 2 600 des poussières pour les compagnies. La plupart vont se régulariser, la plupart vont tendre l'oreille à partir de ce moment-là et vont collaborer pour régler. Seuls quelques petits dossiers là, qui sont généralement là, des exceptions vont nécessiter constant récidive. Et plus de temps, oui, mais quand on arrive en récidive, on double avec des facteurs aggravants, on monte rapidement à 8, 10, 12 000 $ de constat. On arrive aux mêmes fins, peut-être avec un délai supplémentaire, mais on arrive aux mêmes fins. Alors, on préfère avoir des constats qui trouvent un bel équilibre entre les gens qui reçoivent ça, qui réagissent, et ceux qui ne réagissent pas, mais qui peuvent recevoir un nombre de constats plus élevé à chaque infraction pour chaque jour. Voilà. Merci, M. Dionne, et merci beaucoup aussi, M. Breton-Demel, pour votre question. Alors, on va poursuivre avec une question en salle. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon nom c'est Michael Perry. J'habite le quartier Saint-Sauveur. Puis pendant 14 ans, j'ai habité l'autre côté de la rue, face à l'église Saint-Sauveur. Depuis 4-5 ans maintenant que le clocher est démonté. C'est un problème dans le sens que personne n'a l'air à vouloir prendre une décision, soit de corriger, de reconstruire le clocher, ou bien de débarrasser de ces trois éléments-là qui sont en train de se détériorer sur le perron et non pas sur le toit de l'église. Est-ce que la nouvelle réglementation va permettre de régler ce type de dossier-là où un bâtiment patrimonial ou de grande qualité se laisse aller faute de moyens pour corriger leur problème? Voilà, c'est tout. Merci.
Monsieur Parrish, je vais répondre à une partie de votre question, puis peut-être que M. Dionne pourra prendre la balle au bord de manière plus en se détachant là, du cas de l'Église spécifique de Saint-Sauveur. Là. Bien que vous n'ayez pas l'impression là, à ce stade-ci, parce qu'effectivement, concrètement, en ce moment, il n'y a rien qui se passe. Là, le clocher est toujours à terre. Il y a quand même là, le dossier chemine au niveau de la fabrique. Puis c'est un dossier qui il y a des contrats là, qui ont été donnés à des architectes, là, tout ça. Donc, la Ville a donné une subvention conjointement avec le ministère de la Culture. Donc, c'est un dossier qui devrait se régler je dirais dans les prochains mois. Puis souvent, là, c'est le temps de monter un dossier pour avoir accès aux demandes de subvention qui engendre des délais, comme vous l'observez dans le cas de l'Église Saint-Sauveur, mais ce n'est pas strictement lié à ça. Peut-être de manière plus générale, est-ce que le règlement va permettre de s'attaquer à des cas comme ça? Monsieur Dionne, vous corrigerez si je me trompe, mais je pense qu'il y a un élément, il faut démontrer la négligence. Là, donc, je vous laisserai peut-être répondre sur est-ce qu'on va pouvoir empêcher des cas comme ça. Tout à fait, tout à fait. Une église est aussi importante qu'un bâtiment patrimonial de toute nature. Là. Alors oui, on pourrait intervenir. Parfois, c'est des situations plus difficiles. Les fabriques, en général, on a de bonnes, franches discussions avec eux. C'est des enjeux de financement. Il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. Là. Alors, nous, on travaille de concert avec nos collègues développement économique, avec nos collègues au SPAE pour trouver la meilleure façon d'intervenir, d'offrir le support pour que ces bâtiments-là soient rénovés. Mais ce n'est pas toujours simple comme une maison résidentielle qui appartient à un tiers. C'est des dossiers qui sont particuliers, qui sont parfois difficiles à gérer, mais le règlement, par contre, noir sur blanc, nous permet d'intervenir pour ces bâtiments-là comme pour n'importe quel autre. Ça me permet peut-être de dire aussi que pour les bâtiments patrimoniaux, il existe aussi des programmes de subvention pour les bâtiments patrimoniaux à la Ville de Québec, là, pour les bâtiments qui sont construits avant 1955 et moins. Donc, souvent aussi en dirigeant les propriétaires vers ces aides-là, ça peut faire en sorte que les travaux se réalisent. Donc, voilà. Allez-y, M. Parrish, en complément, oui. Même s'il y a un règlement puis une entente entre les propriétaires et les architectes et les bailleurs de fonds, ça va prendre des années avant d'avoir, mettons, un faible entier là, qui va pouvoir faire les corrections ou renouveler ce clocher-là. On est pris avec ça pendant... On tolère jusqu'à combien de temps les éléments architecturaux en pièces détachées au sol. Y aura-t-il une limite à endurer ça ou est-ce que c'est juste ça fait partie du paysage puis il va falloir la vallée notre mal après? Merci. Je ne suis pas certaine de comprendre votre question, M. Parrish, je m'excuse. Les délais, oui. Le délai entre le temps, là, ça peut durer combien de temps encore? Oui. Vous avez raison, la main-d'œuvre est rare, les coûts sont importants. C'est tous des éléments qui entrent en ligne de compte. On aimerait tous que ça aille plus vite, que ce soit plus rapide. C'est un cas, où il y en a bien d'autres qu'on pourrait aussi nommer. Vous avez raison, là, le règlement, ça ne règle pas tout. Là. Ça nous donne un cadre, ça nous permet d'intervenir, mais ce n'est pas non plus juste en transmettant des constats d'infraction ou en se rendant jusqu'à l'aboutissement, c'est-à-dire d'aller en cours supérieur ou prendre des moyens extraordinaires pour... tous ces moyens-là, parfois, ont des limites là, pour des bâtiments de cette nature-là qui nécessitent du temps et de la main-d'œuvre. Pardon? La fabrique à l'amende? C'est possible, oui. Merci beaucoup, M. Parrish. Oui, allez-y. Vas-y, Mme Drolet. Oui.
J'ajouterais que ça ne changera pas, peut-être éventuellement une amende, là, je laisse l'équipe de David voir ça, mais l'idée avec ce règlement-là, c'est de prévenir d'autres cas comme nous avons à l'Église Saint-Sauveur. Donc, si on est capable de mieux entretenir, prévenir ce genre de situation-là, bien éventuellement, on voudrait ne plus se retrouver avec des clochers qui sont au sol comme ça. Donc, pour ce cas-ci, c'est difficile de le voir, puis vous vivez cette situation-là depuis longtemps, mais on souhaite prévenir et d'en voir de moins en moins des cas où on doit agir en mode plus réactif par la suite. Si vous me permettez, juste ajouter, c'est un bon point, Valérie. Effectivement, au moment où on se parle, on a fait le tour de toutes les églises avec mon équipe, puis on a transmis les avis aux propriétaires, aux fabriques, dans tous ces cas-là, pour leur dire, écoutez, là, il y a des enjeux, on a des photos, on a des fissures, Alors, c'est le moment de prévoir les travaux là. N'attendez pas que le clocher soit au sol, par exemple. Alors, ils sont informés, puis ils doivent prendre les mesures et on les suit de près. Alors, c'est justement, je vous parlais d'un plan d'action de dépistage il y a quelques minutes, là, c'est notre façon, justement, d'intervenir en amont pour éviter que d'autres situations comme ça l'on a vécues, malheureuses, là, qui surviennent à nouveau. Là. Merci beaucoup. Alors, on continue avec Alexandra. Oui, alors j'ai une question de Mme Marie Chi. J'espère que je prononce bien son nom de famille. Elle demande comment allez-vous vérifier si le propriétaire a suivi la loi 69 au niveau du chauffage? Et on se demande aussi, il y a combien d'inspecteurs pour vérifier le chauffage? Merci, Mme Chi. En fait, le nombre d'inspecteurs, je reviens un peu à ce que je disais tantôt. J'en ai une trentaine sur le territoire qui peuvent tous faire le travail. On a dans nos dispositions réglementaires municipales la possibilité, en fait, on ne force pas les portes, vous avez compris, mais on a les dispositions qui nous permettent d'inspecter les bâtiments le jour lors de nos heures de travail. Et les gens qui nous empêchent peuvent eux aussi recevoir des constats d'infraction pour nous avoir empêchés d'accéder à leur propriété. Généralement, on a de la collaboration et on arrive à entrer dans les résidences ou les bâtiments et on va constater, on a fait quelques églises comme ça pour s'assurer en période hivernale que c'était chauffé. C'était avant le règlement, mais on a eu des cas comme ça où on demande à nous ouvrir la porte et on arrive avec nos appareils, température et hygromètre pour vérifier les taux d'humidité pour s'assurer que c'est conforme. Évidemment, au lendemain, ils peuvent cesser, mais on a ce qu'il faut pour intervenir et on peut y retourner à de nombreuses reprises pour s'assurer que le règlement est respecté. Merci beaucoup. Une autre question, Alexandra? Oui, M. Maltais aimerait savoir comment savoir si l'édifice qu'il occupe a une valeur patrimoniale. C'est plus une question pour Mme Drolet. Oui. Différents moyens de savoir s'il y a une valeur patrimoniale. Donc, dans un premier temps, si c'est situé dans un site patrimonial déclaré, un site cité. Mais bon, ce n'est pas tout le monde qui sait ça. Donc, la meilleure façon, c'est d'accéder sur la carte interactive de la ville. Donc, en fonction de ce qui est touché ou non par différents règlements ou encadrements, vous pouvez l'avoir de cette façon-là. Sinon, eh bien, il y a toujours de contacter le 3A1. On va vous diriger vers les bonnes ressources à la ville pour identifier une valeur patrimoniale. Et je comprends que la valeur patrimoniale, dans ce cas-ci, peut être définie différemment que pour d'autres règlements. Donc, n'hésitez pas à contacter la ville là, pour pouvoir avoir cette réponse-là. Merci, M. Maquet, pour votre question. Alors, on poursuit ici en salle avec une autre question. Bonsoir. Robert Bergeron de l'Association Résidents et Amis du site patrimonial de Beauport. J'ai compris de l'intervention de Mme Drolet que le règlement est plutôt à saveur préventive, si on veut. Dans le site patrimonial de Beauport, on a des cas graves de négligence qui, malheureusement, durent depuis je dirais une quinzaine d'années à tout le moins. J'ai un cas en tête à Courville. Je comprends aussi que pour ce genre de cas-là, où, d'après moi, les amendes ne serviront à rien parce que les travaux à effectuer peuvent se situer dans les 50 000, 60 000 $. La façade extérieure, les boiseries tombent en ruine. Je comprends que les outils que vous pourriez utiliser, c'est ce dont vous avez parlé, le recours en cours supérieur pour
faire les travaux et se faire rembourser par les propriétaires. Est-ce que ça serait ça la solution d'après vous pour des cas graves là, de négligence qui perdurent depuis longtemps? Pour répondre à votre question, M. Bergeron, en fait, oui, la réponse pourrait être celle-là. J'ai quelques cas à Beauport en tête. Je ne serais pas étonné que celui que vous avez en tête est un dossier déjà actif chez nous. On évalue au cas par cas et je le disais tantôt, le droit de propriété, c'est une chose, mais il y a aussi des responsabilités pour le propriétaire d'entretenir ses bâtiments. On a pris, dans les dernières années, quelques recours en cour supérieure pour s'assurer que les travaux se font. C'est complexe, c'est long. La ville n'est pas un développeur immobilier, n'est pas un entrepreneur non plus. Il faut embaucher des entrepreneurs, faire le travail. Est-ce qu'on s'arrête aux éléments de sécurité? Est-ce qu'on fait des rénovations complètes? C'est toutes des questions qu'on doit se poser pour s'assurer aussi de respecter les budgets municipaux qui sont finalement les budgets, l'argent des contribuables. Hein. Alors, on veut trouver le bon équilibre, mais il y a effectivement cette possibilité-là d'intervenir avec des moyens extraordinaires. Je vous ai parlé très rapidement de l'avis de détérioration aussi, là, qui est un avis qui est inscrit au registre foncier lorsqu'il y a une transaction ou un créancier hypothécaire qui voit cet avis-là apparaître au registre foncier, bien, souvent va collaborer, contribuer avec la ville à mettre une certaine pression sur les propriétaires pour que les travaux se fassent. Alors, on a divers moyens, on a un bouquet de moyens pour intervenir, mais il s'est passé des choses il y a 15 ans, il y a 10 ans. Aujourd'hui, on a une approche qui est un peu différente. On est en train d'ajuster nos façons de faire. On a des élus là, qui nous accompagnent et qui nous supportent là-dedans. Donc, les choses changent. Puis, il y a des dossiers que vous pensez qui sont peut-être laissés à l'abandon, qui pourraient se voir là, rénovés ou mieux entretenus dans les prochaines années. Il s'agit juste de rester un peu patient parce qu'on doit faire le travail. Là. En commentaire, je comprends qu'un règlement là, tel qu'il est fait, c'est plutôt le bâton. Je ne sais pas si on aurait pu introduire la carotte dans le règlement, savoir un genre de collaboration. Souvent, par exemple, les propriétaires sont des personnes âgées. Puis, je parle toujours du site patrimonial de Beauport. Là. Et c'est compliqué de penser à comment on va faire pour réparer la galerie, puis qui va faire qui va pas tourner des barottins, puis comment ça va coûter, puis tout ça. Je ne sais pas si, puisqu'on est une ville là, du patrimoine mondial de l'UNESCO ou quelque chose du genre, là, il y aurait peut-être moyen d'avoir dans le service d'architecture de la ville là, des spécialistes en patrimoine, puis vous en avez qui pourraient, là, je ne sais pas trop, aider les propriétaires. Là. C'est une question qu'on avait. Oui, mais je pense que Mme Drolet, vous pouvez intervenir sur une très bonne question, M. Bergeron. Merci. Ben oui, c'est une proposition que l'on étudie, notamment les projets dont vous parlez passent la majorité du temps par la commission d'urbanisme. Et puis, donc, on souhaite vraiment trouver des moyens pour accompagner plus en amont. Donc, est-ce que c'est un architecte spécialisé en patrimoine? Donc, la ville ne peut pas référer à des spécialistes de façon précise, mais c'est un des moyens qu'on est en train d'évaluer et qui peut aussi être lié avec l'équipe des subventions à la ville également. Donc, vous assurer quand on vous accompagne, bien, voici un projet qui peut être acceptable en fonction des critères du ministère, des critères de la commission d'urbanisme et aussi qui pourrait être acceptable au plan des subventions. Donc, c'est assurément une suggestion que l'on mijote actuellement. Oui. Merci. Oui, allez-y, je vous en prie. Juste ajouter que lorsque je vous parlais d'avis qu'on transmet, lorsqu'on envoie ces avis d'infraction-là, les gens nous rappellent, évidemment, la façon dont on transmet, c'est des lettres qui sont parfois, qui peuvent choquer, là, parce qu'on veut avoir une réaction, on veut que les gens nous rappellent, mais quand les gens nous rappellent, on les accompagne à ce moment-là. On les dirige vers l'équipe de Valérie, qui peut ensuite avoir des réponses à ces questions-là. Les subventions, là, on leur explique, on les envoie. Donc, à partir du moment où l'avis d'infraction est transmis pour une situation qu'on a constatée, il y a une machine derrière qui se met en branle pour supporter les gens qui ont des questions et qui veulent avoir ce support-là là, qui est demandé. Là. Merci beaucoup. Alexandra? Oui, une autre question, Mme Chi, elle aimerait savoir
comment est-ce qu'on va attribuer les amendes et est-ce que c'est en allant à la cour municipale? Merci beaucoup pour votre question. Oui, c'est exactement ça. Donc, la façon dont ça fonctionne lorsque c'est une première infraction, là, vous avez vu le tableau. Hein, la première infraction, c'est généralement une amende minimale. Le 1 000 c'est une personne, 2 000 si c'est une entreprise. Mais si c'est un bâtiment dont l'entretien est vraiment à l'abandon, on est dans un secteur patrimonial, on peut, dès la première infraction, demander ce qu'on dit des facteurs aggravants, j'en parlais un petit peu plus tôt, pour que le montant minimal soit déjà majoré lors de la première infraction. Et c'est un constat qui est signifié au propriétaire, évidemment, puis la suite, c'est donc une date d'audience qui est prévue en cour municipale, les témoins sont assignés, le juge, les procureurs, et effectivement, c'est à cet endroit-là que le dossier se règle pour le constat. Il n'y a rien qui règle sur le terrain, mais ça fait bouger généralement les gens pour entreprendre des travaux. Merci beaucoup, M. Dion. Alors, on va poursuivre pour une autre question écrite. Je n'en ai plus pour l'instant. Merci. Alors, on va attendre peut-être quelques secondes. Est-ce que dans la salle, vous auriez d'autres questions ou deuxième droit de parole? Parfait. Puis, je vous rappelle quand même là, que nous allons avoir à partir de dès demain une consultation en ligne écrite. Alors, si vous avez d'autres questions, vous avez encore des commentaires, alors ça sera possible de le faire en ligne. Vous n'avez pas accès à Internet, ce n'est pas un souci. On pourra également prendre les commentaires de façon orale à l'aide de la conseillère en consultation publique, qui est Marie Lagier. On peut la rejoindre au 311 pour ceux et celles qui n'auraient pas l'opportunité de remplir le formulaire en ligne. Alors aussi, je vous rappelle que la présentation et l'enregistrement de ce soir se retrouvent demain sur le site web de la Ville. Alexandra a déjà mis le lien web dans l'outil discussion. Pour les personnes en salle, le projet se retrouve sur la plateforme, le site web de la Ville de Québec. Aussi, naturellement, après cette soirée, il y aura un rapport de consultation qui sera réalisé par la conseillère en consultation publique. Il sera également disponible sur le site web de la Ville au même endroit où se trouve la documentation et l'enregistrement. Et ce rapport sera effectivement transmis aux élus du Conseil de Ville afin qu'ils en tiennent compte dans leurs décisions. Alors, est-ce que un dernier appel pour les questions? Est-ce que nous avons d'autres questions à main levée? Non. Alors, merci beaucoup, Alexandra, pour ton soutien et à l'équipe technique que vous ne voyez pas à la caméra, mais qui nous supporte là pour micro et caméra. Alors, je laisserai le mot de la fin à Mme Coulombe-Leduc. Merci. Écoutez, je tiens à remercier là, vous, messieurs, dans la salle. Je vous dis messieurs parce que ce ne sont que des hommes. Je tiens à saluer aussi les gens en ligne qui étaient avec nous ce soir. Je veux vous remercier pour votre participation. Vous avez apporté des commentaires et des questions qui étaient extrêmement pertinentes. Je sais que les équipes ont pris des notes. Le but d'une consultation publique, c'est exactement ça l'objectif, hein? C'est de voir s'il y a place à amélioration, si on a oublié des dispositions. Donc, je vous remercie pour votre participation. Je disais, hein, c'est un premier outil pour venir nous donner un peu plus de mordant, notamment en matière de patrimoine bâti. Il va y avoir un règlement sur les démolitions qui va venir plus tard et pour lequel il va y avoir aussi une consultation avec Mme Drolet. Donc, on aura la chance peut-être, si le patrimoine bâti vous intéresse, de se revoir à ce moment-là. Je termine en remerciant les équipes qui étaient ici ce soir. Donc, il y a des gens qui étaient en ligne, les équipes qui sont ici. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Puis, on se dit à bientôt. Merci. Bonne soirée. Merci.